Il y a quelques mois, une entrepreneure du nom de Claire d'Espagne sous-entendait qu'il fallait travailler 80 heures par semaine pour mériter son salaire. Je me suis rendu compte qu'on parle beaucoup de présentéisme, de collaborateurs de cabinet de conseil qui terminent à minuit. Et du coup, je me suis posé une question, est-ce qu'on travaille plus qu'il y a 20 ans ? Quand on commence un job dans une entreprise, il y a toujours la question des horaires qui se posent. À quelle heure est-ce que je dois arriver ? À quelle heure est-ce que vous finissez en général ? Ces questions sont tellement importantes et pourtant, on n'ose jamais les poser. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde ses collègues, on attend de voir ce qu'ils font. Est-ce qu'il t'est déjà peut-être même arrivé, une fois entré dans une entreprise, de commencer beaucoup plus tôt et de finir beaucoup plus tard dans les premières semaines ? Bah oui, et c'est normal. Parce que pour une raison inconnue, dans notre esprit, le fait de rester longtemps donne une bonne image de soi. Cela donne l'impression que nous sommes consciencieux et professionnels. Aussi bête que cela puisse paraître, psychologiquement, le respect des horaires est intrinsèquement lié à nos performances et à notre valeur sur le marché du travail. On regarde en général mal celui qui part à 17h alors que peut-être qu'il était tellement efficace et productif qu'il a réussi à accomplir une tâche en 2 heures au lieu de 4. Pourtant, dans notre esprit, ce n'est pas ce qui se produit. Et un employé très productif pourrait très bien passer 2 heures à travailler et 2 heures à se tourner les pouces. Il sera toujours mieux vu que s'il ne restait que 2 heures sur son poste alors qu'il a rendu son projet en temps et en heure, voire même en avance. Dans certaines entreprises, la question des horaires est tellement cruciale qu'une pointeuse est présente à l'entrée des bureaux. Si cela a un avantage, celui de faire reconnaître ces heures supplémentaires qui doivent donc être payées ou compensées, cela oblige les salariés à faire du présentéisme, une pratique qui est extrêmement répandue en France et à travers le monde, que beaucoup dénoncent sans forcément mettre en place des réponses pour adresser ce sujet. Historiquement, le présentéisme est défini par Jones en 2010 comme le fait d'être présent au travail en désaccord avec la santé du travailleur. Cette définition est complétée en 2011 par Gosselin et Lauzier comme étant le comportement du travailleur qui, malgré des problèmes de santé physique et ou psychologique nécessitant de s'absenter, se présente au travail. Aujourd'hui, le présentéisme inclut aussi ceux qui, comme toi peut-être, font acte de présence en entreprise alors que leurs missions sont déjà terminées ou qu'ils n'ont plus de travail pour la fin de la journée. Dans certains cas, on parle même de bore-out. Cette expression anglaise désigne ceux qui s'ennuient dans leur quotidien et de nombreuses personnes démissionnent d'ailleurs de leur emploi, non pas parce qu'elles ne l'aiment pas, mais parce qu'elles s'ennuient tout simplement. Il est déjà arrivé, pour être bien vu par ses collègues ou son manager, de rester au bureau sans forcément travailler ou en s'occupant de tâches personnelles. Pour autant, ce manque de productivité qui inquiète tant les employeurs quand un employé est en télétravail peut être provoqué par ce présentéisme justement. De nombreux chercheurs se sont posés sur cette question et ont pu observer à quel point le présentéisme avait des effets délétères, notamment lorsque le salarié se rend au bureau alors qu'il est malade. On observe notamment des pertes de productivité individuelle et collective, des conséquences sur la santé des travailleurs, le maintien en emploi et divers coûts pour l'entreprise. D'ailleurs, en 2004 et en 2005, les chercheurs Hemp et Jones ont estimé que le coût du présentéisme dépasse largement celui de l'absentéisme et des traitements médicaux. Tout avait pourtant bien commencé, le télétravail était en train de se démocratiser ces dernières années, déjà même avant la pandémie. Nombreuses sont les fonctions support qui ont la possibilité d'exercer leur mission à distance, seul un ordinateur suffit pour beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, les jeunes préfèrent aussi le télétravail. Aux États-Unis, 79% des diplômés de business school privilégient les offres d'emploi d'entreprises qui permettent de réaliser du télétravail 1 ou plusieurs jours dans la semaine. Et ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Dans cette ère post-Covid où le télétravail s'est popularisé et les travailleurs ont appris à apprécier ces journées de travail depuis le confort de leur maison, les jeunes diplômés français sont très attentifs au sujet des avantages dont le télétravail fait partie et de la flexibilité de l'employeur. La question de salaire n'est plus aussi importante qu'avant pour ceux qui sortent de grandes écoles ou d'universités. Pourtant, aujourd'hui, si le télétravail semble faire pleinement partie de l'équation, de nombreuses entreprises font machine arrière sous couvert du fait qu'il est bon de se retrouver en face. Oui, c'est un atout indéniable de se retrouver, de se voir en vrai, on est tous d'accord. D'ailleurs, d'après le dernier baromètre d'Opinionway pour Empreinte Humaine sur l'état de santé des travailleurs, on observe que le télétravail à trop haute dose n'a pas que des bons côtés. Cette enquête démontre que 45% des télétravailleurs sont en détresse psychologique. Mais c'est comme pour le présentéisme, le danger, c'est l'excès. Alors est-ce qu'on travaille plus qu'avant ? Eh bien la réponse est non, et ce, peu importe notre référentiel de départ. La DARES, direction du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion Professionnelle, est chargée de réaliser de nombreuses enquêtes et analyses du marché du travail en France. D'après une enquête de la DARES sur le nombre d'heures travaillées par an et par semaine en France, on observe une baisse généralisée ces dernières années. En 1990, on travaillait en moyenne 37,5 heures par semaine. Aujourd'hui, on tourne autour de 36 heures sur une semaine. Sur l'année, on travaille 1539 heures en 2019
pré-Covid donc, contre 1513 en 2021. Alors il faut quand même garder en tête 2-3 éléments qui ont un impact sur les chiffres que je viens de te donner. Le premier, c'est le passage aux 35 heures rendu obligatoire dans toutes les entreprises dès 2002. Ce texte de loi a eu un impact fou sur le temps de travail hebdomadaire effectif des Français. Cette année-là, il chute d'un coup, passant à 35,2 heures. C'est en 2007 qu'il remonte à 36 heures et qu'il s'est stabilisé aujourd'hui. Cette hausse peut s'expliquer par la mise en place des heures supplémentaires défiscalisées dès le mois de mai 2007. L'autre élément à prendre en compte est bien sûr la différence de temps de travail selon les secteurs, mais aussi les rôles dans l'entreprise. En règle générale, un cadre travaille plus qu'un salarié non cadre. La loi réglemente d'ailleurs les horaires de travail des différents employés d'une entreprise, et alors qu'un salarié non cadre doit travailler 35 heures par semaine, un cadre, lui, peut voir son volume horaire grimper à 48 heures. Le secteur aussi est à prendre en compte dans le calcul des heures travaillées. L'un des exemples les plus prégnants est le monde du conseil. En effet, d'après une enquête du German Journal of Human Resource Management, les salariés des MBB, les 3 plus grands cabinets de conseil du monde, travaillent entre 50 et 60 heures par semaine. Un agriculteur travaille aussi beaucoup plus que 50 heures par semaine et ne connaît pas vraiment les week-ends et les jours fériés. Le monde du travail a grandement évolué ces dernières années avec les différentes réglementations et lois qui ont été votées en ce sens, mais aussi avec notre rapport à l'emploi. Plus de télétravail, plus de flexibilité, plus de prise en compte des besoins des salariés, notre perception de l'emploi a grandement évolué ces dernières années. Et beaucoup de lois ont été votées pour que notre vie ne tourne plus autour de notre job. La première grande révolution, c'est l'arrivée des congés payés. Ils ont fait leur entrée en France en 1853 sous Napoléon, mais étaient réservés uniquement aux fonctionnaires. Il faut attendre 1936 pour que ces congés payés se démocratisent et qu'apparaissent les conventions collectives et les 2 semaines de vacances, puis 3 en 1956. Les 4 semaines de congés payés arrivent en 1969 et les 5 semaines en 1982. Les conventions collectives étaient également une petite révolution puisqu'elles régissent selon ton domaine d'activité, tes congés exceptionnels, ton cadre de travail, ce que ton employeur peut faire ou ne pas faire. C'est grâce à tous ces dispositifs que la France a enfin compris que le monde ne tournait pas autour du travail et l'arrivée des 35 heures y a aussi grandement participé. Alors, est-ce qu'on travaille moins ? Oui, mais est-ce qu'on travaille mieux surtout? Car c'est là la vraie question. Les congés, ce repos donné aux salariés, le fait de travailler moins, le télétravail qui permet d'économiser en temps de trajet, de profiter de son temps libre beaucoup plus longtemps, ce sont autant de dispositifs qui nous permettent et nous donnent envie d'être plus productifs dans notre travail. Et ça vaut de l'or pour les entreprises. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles ont développé des bureaux où il est agréable de venir travailler avec des salles de sieste et les fameux baby-foot qu'on connaît tous. On n'est pas forcément obligé d'aller dans ces extrêmes pour renforcer l'engagement des salariés. Parfois, il suffit juste d'un management différent.